Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur French Morning pour ce webinaire entièrement consacré à la Green Card EB2NIW, EB2NIW pour les entrepreneurs. Ce rendez-vous est pensé pour celles et ceux qui envisagent sérieusement de construire leur avenir professionnel aux États-Unis en profitant de cette catégorie de visa particulièrement stratégique. Au programme, nous allons voir ensemble les critères d'éligibilité, qui peut prétendre à cette carte verte et sur quel fondement, la planification stratégique, comment coordonner son parcours avec un visa E2, comment choisir le bon calendrier et éviter les pièges, le visa bulletin, comprendre ses subtilités et savoir comment anticiper ses contraintes, et surtout des exemples concrets de réussite pour que vous puissiez vous projeter et tirer des enseignements pratiques. Nous avons le privilège, c'est désormais un rendez-vous fidèle de la rentrée, d'accueillir Alexandra Mertz, fondatrice de LNF Investor Services. Bonjour Alexandra. Bonjour Franck, ravi d'être de retour. Après un parcours académique international entre Londres et l'Allemagne, Alexandra a commencé sa carrière à Paris, dans une salle de marché où elle était gestionnaire de fonds, responsable du plus grand portefeuille d'investissement européen. Je balance tout, Alexandra, je balance tout. Elle a Allez-y. ensuite dirigé, ou presque tout, une agence de notation en charge des notations de fonds immobiliers en Europe, avant de devenir elle-même entrepreneur avec succès à Berlin, dans le sud de la France, puis aux États-Unis, où elle a obtenu initialement un visa E2 en 2014. Et je crois que 10 ans plus tard, vous êtes devenue américaine d'ailleurs. C'est exactement ça, depuis juillet l'année dernière. Très fier d'ailleurs. Absolument, c'est cette expérience, c'est une belle cérémonie, hein, là, quand on Ouais. devient citoyen américain, c'est une très belle cérémonie où on pledge allegiance, les petits drapeaux, c'est un moment Mhm. très très fort. C'est cette expérience unique mêlant finance, entrepreneuriat et immigration qu'elle partage aujourd'hui à travers LNF Investor Services, basée à Santa Barbara. Il ne s'agit pas d'un feuilleton télévisé, les amis, mais d'un webinaire passionnant. Alexandra va nous guider pas à pas à travers ce process en mêlant son expertise technique et son vécu personnel. Vous pouvez poser vos questions tout au long de ce webinaire que je me ferai un plaisir de poser en votre nom ou de manière anonyme. Alexandra, vous avez toute notre attention. C'est gentil, Franck, et merci beaucoup. Bon, je crois que c'est la troisième fois qu'on fait ça, ou quatrième, je me souviens Oui, même plus. trois ou quatre, je crois. Oui, ça y Ouais. est. Et j'étais fidèle aux lunettes rouges. Je me suis dit, Franck qui me connaît que avec les lunettes rouges, je vais y aller avec les lunettes rouges. Absolument. Um, il est vrai que depuis 2019, on accompagne les entrepreneurs vers leur cheminement vers la carte verte avec le EB2 National Interest Waiver, qui est une carte verte très peu connue. Beaucoup d'avocats d'immigration ne la proposent pas parce qu'elle est à la fois très jeune et à la fois très compliquée à construire. Donc, je fais toujours un peu attention. Alors, attention, en plus, nous ne sommes pas du tout avocats d'immigration, ni moi-même, ni qui que ce soit dans mon équipe. On est un cabinet de conseil, mais on travaille avec les avocats. En fait, on prépare nos clients sur un plateau en argent pour que les avocats puissent derrière faire leur travail d'une manière très concentrée et relativement efficace. Je trouve que les avocats sont jamais assez rapides à mon goût, mais bon, ils sont quand même, ceux avec lesquels on travaille sont quand même très, très bien. Donc, on s'est J'aime spécialisé. beaucoup cette formule. On les prépare sur un plateau d'argent. Elle est nouvelle et je la trouve très appropriée. Mais c'est vrai. C'est pour ça que je me suis mis les cheveux en argent. Voilà, tout est cohérent, tout est cohérent. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui nous écoutent la première fois, Franck et moi, c'est une longue histoire, hein. Une longue histoire de rien du tout, mais une longue histoire quand même. Oui, absolument. Alors, j'ai préparé quelques slides. Je vais essayer de m'y tenir parce que sinon, vous me connaissez, je pars dans tous les sens. Mais comme vous dites, interrompez-moi, posez-moi des questions. Il y a aucun problème de partir directement dans les questions. Alors, en entrepreneur, vous avez des choix qui sont d'habitude réduits au visa E2. Quand vous demandez qui que ce soit qu'est-ce qu'il faut faire comme entrepreneur de venir aux États-Unis, ils vont dire c'est un visa E2. Le visa E2 est un visa non immigrant. Il dépend de votre nationalité. Seulement 80 pays sont éligibles. Et d'ailleurs, c'est pour une bonne raison que ça dépend à des nationalités parce que ça fait partie des traités binationaux de commerce. Le même traité qui régule combien d'acier peut être échangé entre la France et les États-Unis règle aussi combien d'entrepreneurs et pour quelle durée
ces entrepreneurs peuvent venir dans un pays ou dans l'autre. Donc actuellement, pour les Français, après maintes épisodes, on est à une durée de 4 ans. Pour les Canadiens francophones, on est à 5 ans. Pour les Suisses, on est à 4 ans. Pour les Belges, on est à 5 ans. Donc là, chaque nationalité a son traité avec les États-Unis et ce traité régule la durée et ça peut avoir des Sturm und Drang, comme je les appelle, comme on a connu en 2018 entre Macron et président Trump dans son premier terme, où tout d'un coup, les Français étaient menacés de le réduire à 15 mois, finalement 25 mois. Bon, tout ça est hautement politique, ce qui est un peu le risque avec le visa E2, mais je continue parce que ça a quand même des avantages. Donc, les visas sont d'une durée limitée, 1 à 5 ans, je viens de le dire, dépendant de votre nationalité, mais aussi un peu dépendant de votre projet. Quand je parle des Français d'ayant 4 ans, ça se peut tout à fait que l'officier du consulat vous donne que 2 ans s'il pense que votre projet est trop petit pour valoir tout de suite un 4 ans. Donc ça, c'est un peu à la discrétion de l'officier du consulat. Et c'est sur une base d'un investissement dans une entreprise. Alors, on parle souvent de ces 100 000 dollars. 100 000 dollars sont écrits nulle part. Ne vous laissez pas impressionner par ça. Nous-mêmes, notre entreprise a aidé plus de 400 familles de venir en E2 et on a fait avec des petits montants, genre 35 000 dollars pour une grosse partie de ces dossiers. Le conjoint obtient un permis de travail immédiatement, d'ailleurs, en rentrant sur le sol américain. Donc ça, c'est un des avantages du visa E2. Les enfants peuvent vous accompagner jusqu'à leurs 21 ans, ce qui est un avantage, mais aussi, bien sûr, un problème, parce que qu'est-ce qui se passe quand ils vont avoir 21 ans? Et il faut à peu près 6 à 12 mois pour obtenir ce visa E2. À Paris, les temps d'attente sont un peu plus longs qu'à Bruxelles ou à Berne. À Toronto, Toronto, c'est à peu près 3 à 4 mois. On en a eu les clients la semaine dernière. Toronto, c'est actuellement très réglo, facile à obtenir. Paris, c'est toujours un peu plus compliqué. Bon, ça, c'est les visas E2. S'il y a des questions pour les visas E2, je suis très contente de les répondre aussi. Mais bon, aujourd'hui, le but de ce webinaire, c'est parler donc de la solution long terme, cette carte verte EB2 National Interest Waiver. Parce que trop longtemps, j'entends encore que des gens disent avec un visa E2, on ne peut pas obtenir une carte verte. C'est complètement faux. Avec un visa E2, vous pouvez avoir toutes les cartes vertes qui sont disponibles, sauf qu'il n'y a pas une passerelle automatique. Ce n'est pas quelque chose qui se suit sans que vous ayez besoin de faire quelque chose. Un détenteur d'un visa E2 peut postuler pour un visa EB1, Extraordinary Ability, EB2 par employeur ou EB2 National Interest Waiver, on va en parler, EB3 par un employeur, EB4 dans des professions bien spécifiques ou EB5 par un investissement de 1 million et plus. D'accord? Donc, il y a en fait tous les cartes vertes dites de mérite, EB1, 2, 3, 4, 5, à disponibilité de quelqu'un qui est sous visa E2. Il ne faut pas du tout se laisser croire qu'il n'y a pas de chemin vers la carte verte. Il n'y a seulement pas un chemin automatique. Il y a un chemin où il faut prendre une initiative. Donc, je reviens sur le NIW. Donc, ça, c'est bien sûr une carte verte, donc une résidence permanente. Elle est ouverte à toutes les nationalités. Donc là, on n'est plus du tout limité par des traités binationaux. Toutes les nationalités peuvent demander des cartes vertes. Elle a une validité de 10 ans et est soumise à aucune condition. Souvent, je vois des gens confondre qu'il y a des cartes vertes de 2 ans, mais ça, c'est seulement vrai pour des mariages. Notre type de carte verte, tous ceux qui commencent avec EB ont tout de suite une validité de 10 ans et ne sont pas soumis à des conditions. Il n'y a pas de dépendance entre les titulaires des cartes vertes, c'est-à-dire quand vous recevez la carte verte, votre époux, épouse la reçoit aussi et vos enfants non mariés en dessous de 21 ans la reçoivent aussi. Et après, il n'y a pas une dépendance. Autant pour le E2, si l'investisseur veut quitter les États-Unis, les dépendants, c'est-à-dire l'époux, l'épouse, les enfants doivent partir aussi avec. La carte verte, elle est individuelle. Une fois qu'on l'a pour une famille, chacun a sa carte verte et ce que les autres membres de la famille font n'a pas d'importance. Et ensuite, 5 ans après l'obtention de la carte verte, les titulaires peuvent indépendamment, individuellement ou tous, obtenir la nationalité américaine avec ce petit test. On en a parlé tout à l'heure que je l'ai eu en juillet l'année dernière. Un grand moment quand on passe à la nationalité américaine. Et les dossiers, comme je disais avant, les dossiers peuvent comprendre le conjoint et les enfants célibataires de moins de 21 ans
à un certain moment dans la procédure. Très compliqué de comprendre jusqu'à quel moment les enfants sont inclus ou pas. J'y reviens tout à l'heure s'il y a des questions là-dessus. Sinon, on va peut-être dire ça tout de suite aussi, Francky. Euh, Toutes les participants ont la possibilité, à la fin, on partage un lien et un QR code, de réserver une séance gratuite avec moi. Et là, vous pouvez poser toutes les questions et je peux aller en détail dans votre situation particulière, faire des calculs et vraiment euh, axer ma réponse à votre situation particulière. Et Et avant de poursuivre, comme une question vient de pop-up, on va donner la réponse immédiatement parce elle est plutôt logique. Faut-il d'abord être titulaire d'un visa E2 pour demander un visa EB2 NIW ou peut-on déposer directement une demande de visa EB2 NIW? C'est important de préciser qu'on n'a absolument pas besoin d'être titulaire d'un visa E2 pour entamer les démarches de carte verte EB2 NIW, n'est-ce pas? c'est exactement ça. Bravo, Francky. Vous êtes le meilleur assistant que j'ai jamais eu, hein. Non, non, ça, c'est pas vrai parce que j'ai Marie. Mais Mais bon, vous êtes oui, pas loin, mais je serais vraiment trop cher. je pense. Ouais. Bon. Bravo à French Morning de pouvoir vous payer. Alors, non, on revient. Effectivement, il ne faut pas avoir un E2 pour faire un EB2 National Interest Waiver. Je dirais pour notre cabinet, on a fait plus de 300, réussi plus de 300 cartes vertes EB2 National Interest Waiver depuis 2019. À peu près trois quarts sont des gens qui sont ici en E2 et qui cherchent une solution et qui s'y prêtent très bien parce qu'ils sont déjà entrepreneurs et notre niche est d'utiliser les NIW pour les entrepreneurs. Donc 75% de nos clients ont un E2. Par contre, les autres 25%, c'est des gens qui sont encore partout au monde, quelquefois ici aux États-Unis avec un autre visa étudiant ou autre chose, ou encore partout au monde et qui le font à partir de rien d'autre et directement vers le NIW. C'est aussi, et c'est pour ça que je l'ai mis en bas en vert, une question de temps. Il y a des gens qui veulent être aux États-Unis dans les 6 à 12 mois. À ce moment-là, il faut d'abord faire un E2. Il faut aussi être très stratégique. Comment on fait le E2 pour derrière pouvoir faire un EB2 National Interest Waiver? Parce que ce sont deux projets complètement différents. Donc, il faut bien réfléchir quel candidat, comment faire. Donc, si on n'a pas la patience d'attendre l'émission de la carte verte qui dure 2 à 3 ans à obtenir. Alors le E2 peut être une bonne solution. Si on a le temps ou si on est déjà ici sous E2 autre visa, il faut savoir, ça dure à peu près 2 à 3 ans pour obtenir le NIW. Alors, je voulais juste partager mon expérience personnelle, lire qu'il faut 2 à 3 ans pour obtenir une green card. Comme ça, à titre d'exemple, j'ai mis pour ma part 10 ans avant d'avoir une carte verte et 15 ans avant de devenir américain. Je suis passé par un visa E2 que j'ai transformé en visa O1 avant de demander une green card. Donc là, le fait de voir 2 à 3 ans, ça peut sembler être long comme délai, mais d'une manière plus générale, c'est extrêmement court quand on parle d'une carte verte. Je suis d'accord avec vous, Francky. Ce qui est un peu frustrant, c'est que les premiers clients qu'on avait en 2019 pour faire le NIW, on en avait pour 15 mois. Donc de passer de 15 mois à 3 Mhm. ans, c'est frustrant. Et il y a des bonnes raisons pour ça. On va peut-être parler de ça tout de suite, pourquoi il y a cette durée. Le Congrès, la dernière réforme de l'immigration date de 1990, donc maintenant 35 ans. Chaque président promet, rien ne se passe jamais. Trump 1 l'a promis, Biden l'a promis, Trump 2 le promet. Pour l'instant, je vois vraiment pas de lumière à l'horizon que la loi de l'immigration change. J'aimerais bien, mais il faut que ça passe par le Congrès. Donc, la loi de 1990, qu'est-ce qu'elle dit? D'une manière ou d'autre, pour simplifier, il y a tous les ans 1,4 million de cartes vertes à distribuer. 1,4 million. Sur ce 1,4 million, 1,2 million, c'est pour réunion familiale, mariage, enfants, parents, frères et sœurs. Et certains ont des longs temps d'attente, mais 1,2 million sur les 1,4 million, c'est réunion familiale. Après, il y a 50 000 qui sont pour la loterie. Et donc, il reste 140 000 pour les cinq catégories que j'ai énumérées plus tôt, EB1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire les cartes vertes qu'on dit de mérite, c'est-à-dire mérité parce qu'un employeur vous veut, mérité parce que vous avez un talent extraordinaire, mérité parce que vous êtes dans une profession recherchée, mérité parce que vous avez fait un investissement ou mérité par les NIW. Donc, tous ceux qui commencent avec EB, 1, 2, 3, 4, 5, sont les cartes vertes par mérite, par réunion familiale. Et là-dessus, le quota annuel est de 140 000 cartes vertes seulement.
Et sur ces 140 000, dans notre catégorie EB2, il y a 40 000. Et ces 40 000, on se partage avec les employeurs qui sponsorisent directement des employés avec des niveaux académiques au-dessus du bachelor's degree et nous, NIW, pour faire simplifier. C'est pas tout à fait ça, mais bon. Et donc, ce nombre est limité. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les 40 000 cartes vertes ont été distribuées? Il y a une queue d'attente qui se forme. Et cette queue d'attente s'est formée pour notre catégorie la dernière fois en décembre 2022. Et cette queue d'attente, elle a gonflé, gonflé, gonflé parce qu'il y avait des dossiers acceptés, mais qui dépassaient largement ce nombre de 40 000. Et donc, il y avait constamment cette queue d'attente. Et cette queue d'attente, elle a gonflé jusqu'à 24 mois. Elle est actuellement revenue à 17 mois. J'ai l'impression que sous l'administration Trump, elle va dégonfler encore plus. J'ai deux, trois bonnes raisons pour y croire. Un, c'est qu'ils sont en train de repêcher des vieilles quotas non utilisés depuis 1990 pour les donner à cette année-là. Deux, Trump est très favorable à toutes les cartes vertes EB, EB 1, 2, 3, 4, 5. Et il veut en fait, ça c'est son projet, c'était déjà son projet en 2017, augmenter ces 140 000 pour les EB au même niveau que les 1,2 million par la famille. D'accord? Il veut rehausser le 140 000 au même seuil de 1,2 million pour les familles. Donc si ça arrive, le temps d'obtention deviendra immédiatement plus court. D'accord? Ça dégonflera cette longue queue d'attente de 17 mois qui s'est formée. Maintenant, est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est jamais? J'en sais rien. J'aimerais bien savoir, bien entendu, comme vous tous. Mais comme vous dites, Francky, ça semble long, 2 à 3 ans, et en fait, dans le grand jeu d'obtenir une carte verte, c'est rien du tout. Et je dois aussi faire un petit bémol. Quand je donne ces données, ce sont pour les nationalités francophones auxquelles on s'adresse ici, c'est-à-dire français, belge, suisse et canadien. Il y a des nationalités qui ont des durées bien plus longtemps, comme les Indiens, certainement les Mexicains et les Chinois. Donc, quand je donne ces chiffres juste pour être très clair, ça c'est pour des nationalités relativement favorisées. La petite raison technique pour ça est que dans ce chiffre de 140 000 cartes vertes, il y a un autre quota qui est qu'aucune nationalité peut avoir plus que 7% de ces 140 000. Et bien entendu, les demandeurs de Inde, Mexique et Chine dépassent largement ces 7%, déjà parce que la plupart de ces pays sont beaucoup plus nombreux. Et donc, ils ont un cap supplémentaire, ils ont une deuxième queue d'attente pour leur quota de 7%. Ça concerne que très peu de nationalités, donc ne vous laissez pas perturber par ça, mais je voulais juste être complet dans les durées que j'annonce. Donc voilà, alors ce slide, il est surtout là pour faire comprendre la différence du E2 et de EB2 National Interest Waiver. C'est une toute autre démarche. D'ailleurs, le National Interest Waiver ne demande pas un investissement monétaire, mais par contre, la solution est de plus longue durée. Le dossier est beaucoup, beaucoup plus complexe. Pour comparer, un dossier de E2, c'est à peu près 100 pages. Un dossier NIW peut aller jusqu'à 1000 pages. D'accord? Donc, c'est vraiment beaucoup plus de travail et j'insiste là-dessus parce que je ne veux pas que des gens s'imaginent que c'est quelque chose de simple. C'est un vrai projet de vie. 1000 Euh, pages. C'est un 1000 dossier de pages. 1000 pages. Ouais. Qu'on prenne bien la mesure de ce dont Mhm. on parle. Simplement, en comparant les deux visas, enfin le visa et la carte verte sur ce slide, on voit d'un côté que le conjoint obtient un permis de travail dans le cas du E2 visa, dans l'autre qu'il n'y a pas de dépendance entre les titulaires de carte verte. Elodie nous pose une question très simple. Faut-il obligatoirement être marié pour que si l'homme ou la femme obtient la carte verte EB2NIW, son conjoint ou enfin son partenaire, homme ou femme, l'obtienne. Oui. Alors, le pacte, c'est pas reconnu par l'immigration ou le partenariat, l'union civile n'est pas reconnue. Il faut être marié. On peut se marier dans son pays d'origine, on peut se marier dans un autre pays, on peut se marier aux États-Unis. J'ai des clients qui se mariaient récemment au Utah, ça se fait par Zoom. Et ils ont donc le certificat de mariage du Utah. Alors, moi, je dis toujours à tout le monde, vous faites ce que vous voulez. C'est pas à moi d'avoir des mœurs ou des règles, c'est à vous de décider.
Faire un mariage en Amérique peut devenir très, très cher au moment du divorce. Donc, il faut bien réfléchir pas seulement à la facilité au départ, mais aussi peut-être à des fins plus tard. Mais bon, toujours est-il, oui, il faut être marié pour que la carte verte s'applique à toute la famille. Les enfants célibataires jusqu'à 21 ans et l'époux réellement marié, quoi, avec certificat de mariage. Je ne sais pas comment on peut en dire. Élodie insiste en disant, même si on a des enfants avec un livret de famille? Oui, même si on a des enfants avec un livre de famille. D'ailleurs, le livre de famille, c'est toute une histoire parce que les Français, quand je leur demande toujours de m'envoyer leur état civil, l'acte de naissance, etc., ils m'amènent le livre de famille. L'administration américaine ne veut pas de livre de famille, ils veulent des vrais actes. Donc, je dois Ok. renvoyer mes Français toujours à leur mairie de naissance et de mariage pour le voir. Mais oui, il faut être marié. Il faut être marié. Comme j'ai dit, vous pouvez vous faciliter la chose si vous ne voulez pas vous marier en France ou en Belgique ou en Suisse et vous pouvez le faire à Vegas ou vous pouvez le faire par Zoom à Utah. Mais réfléchissez deux fois à toutes les conséquences de ce que vous faites. Je souris, Alexandra, parce que je vais partager le mot de conclusion d'Élodie à sa question. Ok, merci. Bon, je vais devoir choisir une robe blanche alors. Voilà, c'est très bien. Et d'ailleurs, Elodie, je vais vous dire, faites la séance gratuite avec moi. Je vais vous raconter comment finalement, moi, j'ai cédé à des demandes de mariage avec mon mari. On avait déjà 5 enfants, on vivait déjà un bon moment ensemble et je voulais toujours pas. Et il a trouvé le bon filon. Donc, je vais vous le partager avec votre compagnon. Peut-être ça va l'inspirer un peu. Mais ça, Magnifique. c'est pour une autre histoire. Je vais pas la raconter à Francky. On va Non, non, avancer. Je, dommage, tant pis. je passe au, C'est que je pour les passe privilégiés qui prendront un rendez-vous pour une Voilà. consultation Bah, gratuite peut-être avec au Alexandra. cinquième webinaire. On verra Ok, bien. ça marche. Alors, donc, je pense que les règles sont claires. Alors, juste aussi parce que ça change un peu la dernière fois, on a beaucoup de clients. On a des temps d'attente relativement conséquents pour prendre des nouveaux clients. Mais cette année, on s'est donné comme objectif dans notre équipe de accepter des candidats pour le visa E2 qui veulent faire un visa E2 avant de faire le NIW. Je comprends que des gens veulent venir plus vite, d'accord? Et donc, je préfère travailler en parallèle sur les deux, ou les autres années, j'ai dit non, faites votre E2 et revenez après. Non. On a appris qu'en fait, en vous envoyant ailleurs, souvent les E2 sont mal ficelés et nous posent après trop de problèmes pour bien faire le NIW. Donc, nous Donc, acceptons, c'est nous préparer un acceptons des E2. E2 dans la perspective et dans la préparation Exactement. du EB2. Ok. Exactement, mais seulement quand les gens s'engagent pour les deux en même temps. Je prends pas on n'a juste pas la capacité de faire simplement des E2, mais des gens qui veulent faire les deux et qui veulent bien réfléchir avec nous à comment bien structurer les E2 pour avoir toute la latitude pour les NIW derrière, on les accepte maintenant. J'avais trop longtemps dit non parce qu'on n'avait juste pas le temps. On a maintenant une équipe de 5, on arrive à le faire et on réalise que c'est finalement un mal pour un bien ou beaucoup de travail, mais pour un bien parce que derrière le NIW en découle beaucoup plus naturellement. D'accord? Donc, Bon, si j'ai bien compris, tout de même, Alexandra, il y a un temps d'attente avant de pouvoir être pris en charge par la société. C'est un temps d'attente qui s'ajoute aux 2 à 3 ans ou aux non, 6 non, à 12 c'est mois. dedans. Alors, C'est le dedans. E2, on les D'accord. prend tout de suite parce que les E2 sont pressés. On les squeeze à des heures impossibles, mais souvent les E2 sont motivés, donc ils acceptent. Non, non, c'est dans mon calcul. Le temps d'attente actuellement, on est en septembre, début septembre. Des clients qui signent maintenant auront le premier rendez-vous avec nous où on travaille fin janvier, début février, donc un peu plus que 4 mois et demi. Ce ne sont pas 4 mois et demi qui sont complètement perdus parce que les clients obtiennent une Dropbox avec une liste de documents à télécharger, donc ils utilisent ce temps. On est en plus disponible par email tous les jours. On est très connu de répondre à tous les emails dans la même journée. Et donc, en fait, au moment où on démarre, et là, j'arrive en fait déjà à des choses plus loin, construire un NIW, c'est comme un puzzle. Donc, la méthode qu'on a mis en place avec plus de 300 cas déposés et réussis, c'est que on construit ce puzzle dans 12 séances, une séance par semaine. Le client a accès à mon agenda pour placer les horaires qui leur conviennent. Et donc, chaque semaine, on attaque une autre zone du puzzle
et on remplit ces documents. Certains documents seront déjà là, certains documents doivent être produits. On ne fait jamais de faux, hein, c'est pas ça la question, mais il y a des choses, des formats que USCIS souhaite qui ne sont pas forcément les mêmes formats que vous avez chez vous à la maison. Donc, on travaille sur tout ça. Et à partir de la sixième séance, l'avocat se joint à nous. Il est là pour deux autres séances, la sixième et la neuvième. Donc, tout ça est vraiment très méthodique pour qu'au bout de 3 mois de travail, votre dossier est sur ce plateau en argent et maintenant l'avocat reprend de là et ficelle le dossier et l'envoie. Donc, c'est très structuré. Alors, pour ceux qui sont très pressés, parce que les enfants approchent leurs 21 ans ou parce que leur visa expire ou des choses comme ça, on a des formules qui sont un peu plus chères où on commence plus tôt. Mais attention, ces gens doivent accepter des horaires pas possibles, très tôt le matin, très tard le soir, même quelquefois le week-end. Et là, on réduit le temps de travail de 6 mois à 3 mois parce qu'on a cette deadline comme un épée de Damoclès sur la tête et on veut absolument y arriver. Alors, donc, on fait ces choses-là, on ne le fait pas avec beaucoup de plaisir et c'est pas toujours aussi bien ficelé qu'un dossier qui prend 6 mois, bien entendu, mais on peut accommoder ça. Mais idéalement, on travaille avec des gens qui ont le temps nécessaire parce que, bon, un dossier de 1000 pages, c'est pas, ça tombe pas du ciel, quoi. C'est clair. Et si mes souvenirs sont bons, Alexandra, également avec les services d'immigration, il y a une formule un peu plus coûteuse de expedite pour que le process se fasse plus vite, n'est-ce C'est pas? correct, c'est correct. Il y a un premium processing où on paye en plus des 1015 $ de base, qui sont les frais de base pour un dossier NIW, un autre 2805 $ pour avoir une réponse sous 2 mois. Ça, Alors, ça, je précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ce sont les frais administratifs à verser au service d'immigration américain. correct, Le correct, traitement correct. de dossier, en fait. C'est exactement ça. Donc, on peut avoir ça plus tôt. Je suis pas une grande fan de ça parce qu'à la fois, je pense qu'on tombe dans des bureaux d'officiers ultra motivés à critiquer parce que souvent, c'est Express Services, c'est un peu des carriéristes qui souhaitent se profiler. Et on ne gagne pas vraiment le temps pour la carte verte finale parce qu'on est toujours dans cette queue d'attente que j'ai expliquée avant, dite le Visa Bulletin. C'est un peu complexe d'expliquer par webinaire, mais toujours est-il, ça existe. Si les gens veulent avoir une réponse plus tôt, ils peuvent l'avoir. C'est pas mon souhait le plus cher, mais ça existe. Et donc, chacun décidera après m'avoir écouté si ça a un sens ou pas, s'il souhaite le faire ou pas. Et certains de mes clients font. Et juste pour vous dire, notre taux de succès est de 99%. Donc, même ceux qui sont passés par Premium Processing ont eu la carte verte, mais c'est souvent une source de RFE supplémentaire. RFE veut dire un Request for Evidence, c'est-à-dire au lieu de juste être accepté, l'administration revient avec des questions, request for evidence, et donc là, on a un autre 4 mois pour répondre, 3 mois pour répondre et un mois pour répondre. Ça ne nous a pas empêché d'avoir le taux de succès qu'on a, mais c'est un peu plus hard comme approche. Et pour être très précis sur notre taux de réussite de 99%, quand on envoie des dossiers NIW, 75% de nos dossiers sont acceptés immédiatement, c'est-à-dire sans request for evidence. 25% obtiennent un request for evidence. On répond à ce request for evidence et sur ces 25%, 15% sont acceptés. Donc maintenant, on est à 90% de réussite après un premier dépôt. 10% sont refusés. Ces 10% qui sont refusés, on le représente. Parce que comme avec l'ambassade où vous allez pour votre E2, vous pouvez tomber sur un officier qui a mal compris votre dossier ou qui est mal luné, ou peut-être nous, on n'était pas aussi complet. Donc, on arrange notre dossier tant qu'on peut, on améliore toujours nos dossiers parce qu'avec chaque RFE, on apprend beaucoup et on le renvoie. Donc, il restait ces 10%. Au deuxième tour, 9 des 10% sont acceptés immédiatement sans RFE. Et donc, il reste 1%, 3 cas pour être très précis, qui n'ont pas été acceptés au bout de 2 tours. Et ces Ça veut trois dire cas, que sur 300, plus 300 de cas qui 300 ont cas, été pour plus de 300 présentés, cas. il y a eu pratiquement trois cas qui sont rentrés dans ce cas de figure proportionnellement. Exactement. Et ces trois-là sont très spécifiques. Et donc, un a maintenant un E2 renouvelé, donc il a pu renouveler son E2. Un s'est marié et donc maintenant obtenu la carte verte par mariage.
et le troisième est encore en Europe et on travaille sur un E2 avec lui. Donc, c'est pas non plus comme si on laisse les clients de côté. On est très motivé de leur trouver des solutions et de recommencer à un moment. Mais juste pour vous dire, sur un total de plus de 300 dossiers, c'est quand même remarquable. Juste des questions très courtes, mais qui sont bien positionnées dans ce qu'on vient de parler. Qu'est-ce que le request for evidence nous demande Judith? Alors, ça peut être des choses très banales, comme ils n'ont pas trouvé une traduction, ou ils ont pas. Alors, souvent, les documents sont là, mais ils les ont juste pas bien cherchés. Très rare, hein, mais bon, ça arrive. Et il y en a d'autres qui sont très casse-bonbons. J'essaie de rester poli. Euh, Dans le sens qu'ils ont visiblement même pas lu le dossier. Ils nous recitent la loi et disent, bon, pour ça, il fallait un business plan. Alors, on a ajouté 80 pages de business plan, mais visiblement, ils l'ont pas lu. Donc, ça peut aller de tout et n'importe quoi. Et bien entendu, il faut rester poli et répondre. Ça, c'est les deux extrêmes. La plupart des cas, c'est euh, un document n'était pas dans le format qu'ils souhaitaient. Alors, bien entendu, maintenant, on va s'assurer qu'on va trouver le format. Et aussi en parallèle, parce qu'on a à peu près toujours entre 30 et 40 cas ouverts, les 30 à 40 autres cas sur lesquels on travaille. Maintenant, ce formulaire va changer aussi de vue pour que tous les dossiers qui partent dans les prochaines semaines ont de nouveau le bon formulaire dans le bon format qu'ils veulent. C'est pour ça que j'ai dit, on apprend beaucoup avec ces RFE parce que bien sûr, l'administration a des besoins très bizarres, très contre-intuitifs, mais ça ne nous empêche pas d'ajuster le travail sur tous les dossiers pour correspondre à leurs besoins. Alors, Steve nous pose la question suivante. Quand on a obtenu le EB2 NIW, quel est le pourcentage de personnes qui obtiennent ensuite la nationalité américaine? Je n'ai Moi, aucune idée. Alors, tous mes clients le veulent parce que donc on a eu les premiers succès en 2019, on est en 2025, ils sont actuellement en phase de l'obtenir, ils attendent le rendez-vous. J'en ai aucun client qui ne veut pas l'obtenir, mais il n'y a aucune obligation. Vous pouvez rester sous carte verte parce que la carte verte vous laisse ce choix de la rendre. Si un jour vous voulez retourner au pays et plus vivre aux États-Unis et plus payer vos impôts aux États-Unis, parce que dès que vous avez une carte verte, votre premier lieu d'imposition, c'est les États-Unis, vous pouvez la rendre. Alors, rendre la nationalité, c'est plus complexe. C'est possible aussi, Mhm. mais plus complexe. Mais la question était plutôt dans l'autre sens, je crois, à savoir, quand on a cette carte verte, est-ce qu'elle donne automatiquement droit à la naturalisation? Oui, bien sûr. Disons, il y a un test d'histoire et d'anglais. Examen civique ou histoire? Au bout de 4 ans, trois quarts de l'avoir, tout le monde peut l'avoir. C'est bon? C'est bon. Et pour poursuivre, et avant d'avancer de Steve toujours, quel est le délai moyen pour avoir un retour de la part des autorités américaines une fois que le dossier est envoyé? Alors, donc ça, là, il y a les deux possibilités. Soit vous demandez premium processing, donc là, c'est 2 mois. Soit OK. vous attendez. Il y a deux centres qui s'en occupent. Un est à Lincoln, Nebraska, et l'autre est au Texas. Et actuellement, c'est à peu près 14 mois. Et alors, attention, ce sont les mêmes 14 mois qui sont dans les 17 mois du visa bulletin. C'est en parallèle, c'est les mêmes, d'accord? Donc, admettons que vous avez votre réponse positive au bout de 14 mois, il ne vous reste plus que 3 mois dans la queue d'attente du visa bulletin, Mhm. d'accord? Ou si vous avez eu votre réponse très rapidement au bout de 2 mois parce que vous avez payé extra et le visa bulletin est toujours 17 mois, ben, il vous reste 15 mois d'être dans la queue d'attente. Et la carte verte, quand on arrive au bout de la validité des 10 ans, elle est automatiquement renouvelée. On n'a pas à Très refaire simple, tout ce un travail. formulaire, des fingerprints et une nouvelle photo. Mhm. Mais Exactement. rien d'intellectuel, hein. Ça marche. Allez, avançons. Il y a beaucoup de questions, mais on les posera également en fin de webinaire pour pas interrompre trop Super, le flux super. de la Alors, présentation. nuance importante à prendre en compte. Dans le cadre du E2, vous devez vous concentrer sur l'activité du E2. Le renouvellement dépend de cette activité. L'entreprise E2 ne peut pas être votre entreprise EB2 National Interest Saver. C'est pour ça que j'ai dit, venez chez nous si vous voulez faire les deux. Parce qu'il faut être très malin comment on fait le E2, comment on fait le NIW. D'accord? Souvent, les entreprises E2 sont incohérents avec votre carrière normale. Combien de gens j'apprends, c'était plombier, maintenant ils veulent ouvrir une crêperie à San Diego. Ça me rend dingue. Et c'est en fait un problème après pour le NIW, parce que comment expliquer cette coupure complète dans votre carrière? Donc, je ne dis pas que c'est impossible, mais autant ne pas se compliquer la vie. Euh,
les B2 National Interest Waiver peut être basé sur votre conjoint. Vous allez voir quand vous allez prendre rendez-vous, je vais vous demander de m'envoyer votre CV, mais aussi ceux de votre conjoint. Notre taux de réussite chez les femmes est 100%. Donc, mon petit cœur féministe, il ressort. Quand je peux prendre la femme pour la NIW, j'ai une petite tentation. Ça ne veut pas dire que si j'ai un homme qui a le parfait parcours pour un NIW, qu'on ne va pas prendre l'homme, mais bon, si on peut se faciliter la vie, on peut le mettre sur l'épouse, tant mieux. Euh, Votre projet, parce que le NIW, on va y arriver, est basé sur un projet futur d'entrepreneur aux États-Unis. Vous l'obtenez la carte verte pour tenter ce projet. Donc, c'est complètement différent que le E2 où il faut que vous le réussissez. Ici, c'est pour le tenter. On a un tas de clients qui vont tenter très légèrement. On a heureusement aussi beaucoup de clients qui vont tenter très sérieusement, mais il n'y a pas d'obligation de réussite. C'est ça que je veux clairement euh, euh, exprimer ici. Le E2, c'est investissement, source de financement, création d'emplois, réussite, d'accord? Le NIW est une question de vos connaissances, de la cohérence de votre carrière, de votre expérience et comment on peut packager ça pour que ce soit d'intérêt national. D'accord? Des questions à ce point-là, Francky, ou j'avance? On avance. Très bien. OK. Alors, ça souligne, c'est bon. Alors, ça, c'est des statistiques de la American Immigration Lawyer Association et je les ai mis là-dedans parce que je veux que les gens comprennent un peu qu'est-ce que c'est ce NIW. Pour le NIW, en Financial Year 2023, donc qui a fini en septembre 2024. D'accord? C'est un peu bizarre comme une numéro, mais qu'importe. Les 10 nationalités qui ont déposé le plus de NIW, c'est Brésil, Chine, Iran, Nigeria, Pakistan, Colombie, Inde, Corée du Sud, Bangladesh, Venezuela. Il n'y a rien de francophone là-dedans. D'accord? Donc, je voudrais que vous vous demandez pourquoi. Et moi, je vais vous dire, une des raisons, c'est parce que les avocats francophones détestent faire des NIW. Ils détestent faire des dossiers avec 1000 pages, parce que c'est beaucoup plus simple de faire d'autres choses, y compris renouveler de E2 à perpète. Donc, j'aimerais bien changer ça avec votre aide. Et alors, une autre chose qui est importante de comprendre, vous vous souvenez, il y avait donc cette queue d'attente qui s'est formée. Ça se voit bien dans les chiffres. Dans les Financial Year 2022, donc ça, c'est ceux qui finissaient en 2023, il y Ça a avait gonflé. 22 000 dossiers déposés et l'année d'après, il y avait 39 800. Donc, ça a presque doublé. C'est pour ça aussi qu'il y a cette queue d'attente. Et le taux de denial est allé à 20%. Vous vous souvenez, notre taux de denial au premier tour est de 10% et au deuxième tour, il est plus que 1%. Donc, on voit un peu ici à quel point notre effort vaut la peine. D'accord? Alors, ça, c'est les trois phases de timing de la carte verte dite NIW. Vous et nous, on travaille sur cette phase 1 qui est intitulée I-140 parce que le formulaire principal qu'on envoie s'appelle le I-140. On a actuellement les 4 mois d'attente. Je vais vous expliquer, les clients qui signent maintenant vont commencer les séances. Après 6 mois pour construire le dossier, il y a 12 séances avec nous et après quelques mois pour l'avocat de finir. Et on envoie le dossier. Ça va être la priority date. Disons là pour prendre une date 1er juillet 2026 où on envoie le dossier. Quand ils reçoivent ça, ils vous envoient un accusé de réception et la date dessus, ça c'est votre priority date 1er juillet 2026. La première réponse, on a déjà parlé, soit sous 2 mois, ça peut aller jusqu'à 14 mois actuellement. S'il y a un RFE, ça peut ajouter 4 mois et vous êtes accepté à un moment, sauf si vous êtes parmi les malheureux qui doivent faire un deuxième tour. Voilà. Mais bon, comme j'ai dit, 90% sont acceptés à ce moment-là. Au même temps se passe ce visa bulletin. Ça, c'est cette queue d'attente. Il est actuellement de 17 mois. Ce sont les mêmes 17 mois que ces 2 à 14 mois ici. D'accord? Donc, on revient au 1er juillet 2026. Ça veut dire que 26, 27, début 2028, le visa bulletin est consommé et maintenant vous êtes accepté. Votre dossier va, si vous êtes encore à l'étranger, voyager de Texas ou Nebraska où il était vers le National Visa Center qui est sur la côte Est et après à l'ambassade de Paris, Bruxelles, Berne, Toronto, non pardon, au Canada c'est Montréal et pour être traité là et vous allez recevoir une invitation à prendre rendez-vous avec le médecin
qui est affilé à l'ambassade et ensuite un rendez-vous, un petit entretien très facile et vous allez sortir de là avec votre visa immigrant imprimé dans votre passeport. En fait, vous allez le recevoir quelques jours plus tard parce que ça prend toujours quelques jours. Et ensuite, dans les 6 mois qui suivent, vous allez pour la première fois vous installer aux États-Unis avec votre famille. Donc ça, c'est la C'est la timeline. petite période, c'est la petite période, ces quelques jours où l'on doit se séparer de son passeport. Exactement, quand on sort de l'ambassade. Mais bon, on est accepté, je crois. On leur laisse le passeport avec grand plaisir. Donc, encore une fois, pour votre situation particulière, on peut faire tous ces calculs au moment où vous prenez rendez-vous avec moi. Ça ne coûte rien, posez-moi toutes vos questions à ce moment-là. D'accord? Alors, il faut deux choses pour réussir une carte verte NIW. D'abord, il faut que vous soyez qualifié. Alors, qui est d'office qualifié? Si vous avez un bac plus 5 ou plus, master's degree, vous êtes qualifié. Si vous avez un bac plus 4 et 5 ans d'expérience dans votre filière, vous êtes qualifié. Ou si vous avez des critères d'aptitude exceptionnels montrant un degré d'expertise nettement supérieur à celui qu'on rencontre habituellement dans le monde des affaires. Ça a l'air super pompeux, j'arrive tout à l'heure sur des exemples, vous allez voir, c'est beaucoup moins pompeux qu'on croit. Donc, mais la chose, c'est qu'il faut que vous m'amenez un passé qui a une histoire, quelque chose de cohérent, quelque chose de linéaire. Des gens qui changent de métier tous les 2 mois, là j'ai un problème. Mais si j'ai quelque chose où je peux construire une expérience et le montrer, ça devient plus simple. Et à ça, à votre passé, on rajoute votre futur projet. C'est pour ça que vous nous prenez comme conseil, parce qu'on va bâtir ce projet futur en connaissant les critères de mérite substantiel et importance nationale que USCIS connaît. Et on va prouver que vous êtes bien placé pour faire ce projet ou pour tenter le projet, c'est en fait le bon mot, et que vous n'avez pas besoin d'un employeur pour le faire. Parce que le mot NIW veut dire National Importance Waiver. Et alors, importance nationale, ça c'est le projet. Et le waiver, c'est que le fait qu'on waive l'obligation, on enlève l'obligation d'avoir un employeur qui vous sponsorise. Et alors, là, le mot clé de ce chart, c'est que votre qualification doit être pertinente au futur projet. Je m'explique. J'avais un potentiel client qui a fait des études de biologie super poussées, avec beaucoup de recherches, mais maintenant, les derniers 15 ans, il était agent immobilier. Impossible de marier son diplôme, sa recherche, avec le fait d'être dans l'immobilier. J'ai essayé avec tout ce qui est projet vert, etc., mais c'était impossible, c'était pas ça qu'il faisait. Donc, ce côté pertinent entre soit vos études, soit votre expérience et le futur projet est important pour les convaincre. D'accord? Et attendez, avant j'arrive là. Donc, il y a deux choses qui sont en vert ici. Les trois critères pour vous qualifier si vous n'avez pas des études supérieures et que vous êtes bien placé pour faire ce projet. Ces deux arguments sont en fait le même et l'administration nous donne une liste ce qu'ils veulent voir. Et voici la liste. Donc, aussi bien pour Exceptional Entrepreneur que pour être bien placé. Un, que vous ayez un diplôme ou un certificat ou quelque chose. Alors, on a utilisé, par exemple, quelqu'un qui a fait une école de coiffure. Ça suffit largement. D'accord? Donc là, on n'est plus dans des diplômes haut placés. Des lettres attestant que vous avez 10 ans d'expérience à temps plein dans votre profession. Souvent, mes clients ont ça. Une autorisation d'exercer votre profession, une certification pour votre profession. Alors, ça peut être une business license, ça peut être, par exemple, les gens dans l'immobilier, ils ont leur licence pour être realtor. Ça peut être des gens qui sont dans la nourriture, alors leur food manager certificate et des choses comme ça, leur certificat sanitaire en France. Quatrième point, c'est une preuve que vous avez perçu un salaire ou une autre rémunération pour des services qui démontrent votre capacité exceptionnelle. Là encore, ça a l'air super pompeux. Tout ce qu'il faut, c'est que vous avez 1 euro ou un franc suisse ou un dollar canadien de plus que la moyenne des gens dans la même profession dans votre pays ou dans votre région. D'accord? Donc, c'est pas si compliqué que ça. Après, des Et on a des adhésions. barèmes, on a des barèmes, des Oui, tableaux. alors on travaille avec des barèmes officiels. On peut avoir des barèmes en France, au Canada, avec lesquels on compare. Souvent, en fait, nos clients connaissent leurs barèmes,
Et si on ne les trouve pas, on va dans des statistiques qui sont publiées nationalement. Le cinquième point, c'est l'adhésion à des associations professionnelles. Donc, ça, c'est si vous n'êtes pas, commencez pas par ça, on va vous donner une liste des choses qu'on va travailler ensemble avec l'avocat pour bien combler les vides qui sont un peu dans le puzzle. Donc, les associations, vous pouvez les rejoindre au cours des périodes qu'on travaille ensemble. Et ensuite, le sixième point, c'est la reconnaissance par exemple, des prix, des articles de presse, ou par des clients qui vous ont remercié, ou par des fournisseurs qui écrivent une lettre de recommandation. Alors, nous, on a mis en place un système où nos avocats écrivent ces lettres pour vous. C'est-à-dire, on va travailler avec vous pour reconnaître qui pourrait être des bons signataires de ces lettres et vous allez nous expliquer qui sont ces gens, comment ils vous connaissent, etc. Vous allez remplir un petit questionnaire et avec ça, nos avocats vont préparer ces lettres et vous n'avez plus qu'à les faire signer. Donc, ça, c'est la manière qu'on construit le dossier. Il faut savoir, il faut trois de ces critères pour qualifier et le plus possible pour montrer que vous êtes bien placé. Mais c'est avec cette liste qu'on travaille tous les jours. J'avais un vague souvenir, Alexandra, de si l'on a fait partie d'un jury professionnel, ça rentre dans une de ces conditions. Jury, c'est très bien, des concours, tout ce qu'on peut imaginer dans ce truc-là. Vraiment, ou si on a gagné des gros contrats, ou si on a eu des bourses. Euh, tout- dans ce point 6, c'est un peu un fourre-tout et ça marche très bien. OK? Alors, après le calendrier, dans tous les états, le plus tôt sera le mieux. Alors, j'entends de temps en temps des gens dire, ouf, est-ce que cette carte NIW peut disparaître? Non, elle ne peut pas disparaître. Elle existe depuis 1990. Elle a été utilisée jusqu'à 2016 quasi exclusivement pour des académiques qui voulaient faire de la recherche ici. Et en 2016, un Égyptien, donc le nom est Danassar, a été denied et son avocat de Chicago a fait appel. Très rare de faire et encore plus rare de réussir son appel en immigration. Donc lui, il a dit, bon, on y va parce que c'est pas juste. Et donc la cour d'appel, les juges, je devrais le remercier tous les jours, dans son jugement, a très clairement expliqué point par point comment un entrepreneur tel que Danassar peut qualifier pour le NIW. Donc, on a ce jugement et tous nos cas sont basés sur ce jugement. Maintenant, pour que ça disparaisse, il faut qu'on ait le cas complètement hallucinant que quelqu'un obtienne la carte verte et fasse un procès pour la perdre. Alors, bien sûr, personne ne va faire ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, ça ne va pas disparaître. On a gagné la bataille. On a ce jugement. Je ne vois pas comment on pourrait arriver, sauf qu'on a réellement une nouvelle loi d'immigration, mais je- on attend tous et on verra jamais. Je pense que ce problème n'existe pas. Par contre, il est clair que les temps se rallongent. Vous avez bien vu combien il y a toujours plus de demandes. C'est des demandeurs de partout au monde. Je vous ai expliqué les statistiques. Donc, le plus tôt que vous avez votre priority date, le plus tôt vous avez le pied dans la porte, le mieux ça sera pour vous. Ensuite, si arriver rapidement aux États-Unis est une priorité, mettez d'abord en place un visa E2 à petite flamme qui ne compromet pas le futur EB2 National Interest Waiver. D'accord? On en a parlé beaucoup. Le visa bulletin rend des choses compliquées et imprévisibles, donc le plus tôt sera le mieux. Voilà, ça, on l'a dit. Si vous êtes sous E2, commencez idéalement avant que votre enfant n'atteigne les 19 ans, parce qu'après, on a cette limite des 21 ans, et il nous faut ces 2 ans. Donc, essayez de commencer tôt. Idéalement, commencez à travailler sur votre carte verte 3 ans avant la fin de votre E2 pour qu'on a largement le temps de tout faire. Pendant tout ce temps, vous pouvez voyager, sauf tout à la fin si vous faites adjustment of status. Donc, ça ne vous empêche pas de voyager à l'international. Et par contre, il faut une planification stratégique des différents éléments, les E2, les renouvellements des E2, des I-94, des dates de passeport, des permis de conduire, etc. Il y a plein de choses à faire, ce que nous, on fait d'ailleurs avec nos clients dans la toute première réunion. Mais je veux juste dire, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air quand on commence. Alors, j'ai ici toute une liste d'exemples que je vais juste défiler. Vous pouvez faire des captures d'écran et le regarder de plus près, calmement, quand vous regardez le webinaire en replay. Mon point ici, c'est que on a travaillé avec des gens qui n'ont même pas eu leur bac. On a travaillé avec des gens qui étaient dans des métiers très pointus. On a travaillé avec des gens qui ont des métiers
très courant, qui ne se disait jamais je vais avoir la carte verte, et pourtant. Donc là, c'est la première page, et je crois que j'en ai une deuxième, oui. Donc ça, c'est un tas de projets qu'on a fait. Et la liste, elle est encore bien plus longue parce que je pense que c'est la même liste que j'avais proposée l'année dernière. J'avais juste marre d'en rajouter. Mais c'est toujours un peu les mêmes sujets qui reviennent et on le réussit à 99% des cas. D'accord? Alors, si vous aussi, vous souhaitez tenter l'aventure, voici le QR code avec lequel vous arrivez directement sur la page pour réserver une séance. Vous pouvez aussi aller avec ce lien-là et je crois que Francky va gentiment le partager dans les emails qu'il renvoie derrière pour que vous Absolument. puissiez prendre une séance. Je vous demande toujours de m'envoyer vos CV, de remplir un petit questionnaire, ça prend 2 minutes pour que moi je puisse me préparer pour qu'on arrive là-dedans. Je vais vous envoyer aussi un lien vers un webinaire qu'on a fait de notre côté qui est beaucoup plus technique, de regarder cet autre webinaire pour qu'on puisse vraiment aller directement à l'essentiel quand on a notre séance ensemble. Ça dit toujours 30 minutes, mais croyez-moi que je bloque 60. Magnifique. Merci pour cette présentation. J'ai vu, je me souviens l'année dernière avoir vu le webinaire interne de LNF Services. C'est vrai que c'est plus technique, mais ça prépare vraiment de manière efficace à l'entretien par la suite avec Alexandra pour optimiser le temps consacré avec elle. Alors, je vais faire défiler quelques questions. Il nous reste quelques minutes ensemble. Je suis en attente, nous dit Ace, de renouvellement de mon E2 sans être sûr du résultat. Puis-je m'orienter vers un NIW? Il faudrait préciser. Je pense qu'il y a beaucoup de ces questions qui nécessitent une consultation personnelle parce que bien sûr, il faut savoir si cette personne est sur le sol américain actuellement. Il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte. Exactement. Alors, le simple dépôt d'un NIW ne va pas vous permettre de juste rester aux États-Unis si votre E2 est refusé. Mais par contre, vous pouvez tout à fait faire un NIW pendant la période d'attente, même si vous êtes refusé. Mais il se peut que vous ayez un moment où vous n'avez plus le droit de rester sur le sol américain en attendant les résultats du NIW. Théo nous pose une question. Je suis avocat en fiscalité internationale, nous dit-il, avec une clientèle américaine. Jusque-là, tout va bien, ça sonne même très bien. Mais je n'ai pas de contact avec des confrères US. Mes lettres de recommandation vont être très limitées. Est-ce que cela est rédhibitoire si ce n'est que des professionnels français? Pas du tout. Ça peut être des lettres de partout au monde. Parfait. On nous demande de repréciser. Ah, voilà, le coût, avoir une idée quand même du Alors, coût, et puis également redonner les frais administratifs de oui. manière à avoir une Alors, image globale. nos frais, notre cabinet, c'est 17 500 $. On travaille maintenant avec deux cabinets d'avocats qui ont des prix légèrement différents, l'un un peu plus cher, l'un un peu moins cher. Je vais nommer ici 17 500, mais sachez qu'il y a un deuxième qui est moins cher, d'accord? Mais juste pour la facilité. Donc, ça fait déjà entre le cabinet et nous 35 000 $. USCIS, c'est 1 000 $ si on ne prend pas Premium Processing. Si on prend Premium Processing, c'est 2 800 $ de plus. Il y a des débours. Les débours dépendent toujours, s'il faut faire une Education Credential Evaluation, c'est-à-dire si vous avez des diplômes à l'étranger, alors il faut faire des équivalences, ça peut être entre 500 et 1 000 $, et beaucoup de traductions. Par exemple, on a déposé récemment un dossier d'un médecin, elle voulait absolument ajouter sa thèse, qui était en espagnol, donc on a fait toutes ces traductions, elle en avait pour 10 000 $ de traduction. Bon, normalement, les traductions, c'est en dessous des 1 000 $, mais il y a un montant que je ne connais pas d'avance pour les traductions. Et après, dans le dernier stade, qui sont donc le Adjustment of Status ou le Consular Processing, les prix seront à ce moment-là par personne. Jusqu'à ce moment-là, c'est bien sûr par dossier. Et par personne, de passer par le consulat, c'est à peu près 1 000 $. De rester aux États-Unis, faire un Adjustment of Status, c'est à peu près 3 000 $ par personne. Donc, tous ces frais varient beaucoup. Je dirais entre 40 et 50 000 $ pour une famille de 4 est raisonnable. Ça peut de temps en temps être un peu plus, pas à cause de nous, mais parce qu'il y a des frais qu'on ne maîtrise pas. Judith est très surprise par l'épaisseur du dossier. 1000 pages. 1000 pages, c'est pour compiler ce dont on a parlé ensemble? C'est exactement ça, oui. Donc, il y a déjà typiquement entre 60 et 80 pages de business plan, il y a la lettre de recommandation, il y a tous vos documentaires administratifs, mais après, il y a tout ce projet qu'on met en place, oui. On construit un site web pour vous, il y a beaucoup de choses qui se font.
Est-ce que les nouvelles lois sur l'immigration de Trump vont alourdir les procédures, les prolonger, voire les bloquer? Ni l'un ni l'autre. Je pense même qu'il y a une chance que ça va les alléger. Comme j'expliquais avant, j'espère qu'il va en fait augmenter le nombre de cartes vertes disponibles pour le mérite, qui sont actuellement donc capées à 140 000 par an. Si ça c'est le cas, si là il y a vraiment une grosse augmentation. Et par contre, en termes de procédure ou de rigueur des officiers, nous on voit plutôt une détente là ces derniers mois par rapport à l'administration Biden. Est-il vrai, Alexandra, que si l'on quitte le territoire plus de 6 mois, on perd la carte verte? Alors, c'est pas plus de 6 mois. En fait, c'est plus de 2 ans sans les avoir avertis. Si vous avez besoin de vous déplacer en dehors des États-Unis pour plus de 2 ans sans revenir en intervalle, vous devez demander ce qu'on s'appelle un re-entry permit avec votre avocat d'immigration. Pas compliqué à remplir. Et ça, c'est toujours accepté. Il faut bien avoir une raison. Peut-être vous faites des études ou quoi que ce soit. Et donc, à ce moment où vous vous occupez de vos parents ou quoi que ce soit, et à ce moment-là, vous maintenez votre droit de carte verte. Mais il faut bien comprendre la différence entre la nationalité et la carte verte. La nationalité, bien sûr, vous pouvez voter, mais aussi, vous l'avez à vie. Vous pouvez maintenant vivre où vous voulez. La carte verte, c'est une carte de résidence permanente. Si vous êtes 2 ans dehors sans les avertir avant, ben vous avez perdu votre résidence permanente parce qu'au bout de 2 ans, on n'a plus sa résidence permanente ici. C'est une sorte de carte de séjour. Exactement. Mhm. Peut-on avoir les coûts pour le visa E2 seulement, nous demande-t-on, mais je me souviens qu'on a dit un petit peu plus tôt que le cabinet s'engage sur un visa E2 dans le cas où il y a une démarche globale et une volonté d'aller et faire un E2, NIW. exactement. Alors, normalement, notre E2 était à 10 000 $ pour des clients qui s'engagent pour le E2 et le NIW, c'est-à-dire qui payent la première tranche du NIW et le E2. Le E2 sera que 8 000 $ parce qu'il y a certaines choses qu'on peut utiliser pour les deux cas. Donc, je veux quand même que mes clients profitent quand on peut faire des économies. Mais donc, 8 000 $ pour le E2 et la première qui sont payables en 2 fois, 4 000 $ pour commencer, 4 000 $ quand le dossier part à l'ambassade et 6 000 $ de première tranche pour le NIW. Financièrement, nous demande Elisabeth, faut-il s'engager sur un investissement? Alors, la question, elle peut surprendre, mais en fait, elle est très juste dans le sens où on va proposer un business plan, il va y avoir des chiffres dans ce business plan. Est-ce que ces chiffres ont valeur d'engagement par la suite? Non. Donc, justement, il n'y a pas d'investissement dans les NIW. Alors, la chose, c'est si vous avez de l'argent, on aime bien le montrer à NIW, à USCIS. On est bien sûr aux États-Unis. Montrer de l'argent ne leur fait pas peur. Donc, si vous avez de l'argent, on va montrer vos extraits de compte qui montrent que vous avez le pouvoir de faire ça. Ou si vous avez un gros investisseur qui veut vous aider et veut faire une lettre expliquant que si ça se fera, il va mettre dans le futur des sous dedans, très bien. On est preneur de toutes ces choses, mais ce n'est pas une obligation. Est-ce que, j'ai pas entendu parler de création d'emplois, Ah si, création Alexandre? d'emploi, c'est quelque chose de très important. Dans le business plan, en fait, on insiste Oui. beaucoup plus sur la création d'emplois. Par exemple, on fait pas mal de nos business plans sur des franchises. Et bien sûr, des franchises sont grands créateurs d'emplois. Ou sur des académies où on enseigne des gens qui, après, en ayant fait des académies, vont sortir créer des emplois. Donc, on est très axé création d'emplois. Question de Judith, et j'espère l'avoir bien compris. Je vais d'abord la lire telle quelle. Le E2 ou le NIW nécessite-t-il d'avoir une adresse locale aux États-Unis? Autrement dit, on enclenche des démarches alors qu'on est encore dans son pays d'origine. À quel moment doit-on fournir, comme c'est souvent le cas quand un Américain demande un visa pour s'installer en France, dans la procédure, on lui demande une adresse physique en France. Comment ça se passe dans ce Alors, sens-là? non, si vous êtes encore à l'étranger, vous n'avez pas besoin d'une adresse ici aux États-Unis jusqu'à la fin. La fin veut dire que vous allez avoir votre entretien à l'ambassade de Paris ou Bruxelles ou Berne ou Montréal. À ce moment-là, vous allez avoir votre visa immigrant dans votre passeport et vous arrivez ici. Et en entrant sur le sol américain, le douanier va vous demander où envoyer maintenant les cartes plastiques de carte verte. Donc là, il veut savoir une adresse. Et cette adresse peut tout à fait être le cabinet d'avocat ou la nôtre ou quelque chose d'autre. Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'adresse tout au long de la procédure.
Alors, le temps de conclure, je vais vous inviter, Alexandra, si c'est encore possible, à partager la dernière slide, parce qu'on Bien me sûr, demande le QR code et le bien lien entendu. pour prendre rendez-vous pour une première consultation gratuite. Il y a eu d'autres questions, comme celle d'Elodie, qui définit un cadre qui est très personnel. J'invite Elodie à prendre contact directement via ce lien avec Alexandra pour lui exposer son cas spécifique. Merci mille fois. Encore une fois, on n'a pas vu ces 60 minutes passées ensemble. Beaucoup de matériel, beaucoup de choses. Il aurait peut-être fallu 2 heures et pourtant, d'une manière extrêmement fluide et claire, on a pu aborder ces sujets ensemble en 1 heure. Merci Alexandra. J'ai pas envie de dire à l'année Merci, prochaine Franck. parce qu'il va falloir qu'on se parle un peu plus souvent, mais ça, on en parle en privé. Merci encore. Merci, Francky. Sachez, chers amis, que ce webinaire va être en replay, bien sûr, sur French Morning. Tous ceux et toutes celles qui se sont inscrits vont recevoir également un email avec les coordonnées et le lien pour visualiser à nouveau ce webinaire. Et tous ceux et toutes celles qui le verront en replay demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois ou dans 6 mois, sachez que le lien et le QR code seront toujours disponibles pour vous. Donc c'est une communication à court, moyen et long terme que nous avons enclenchée entre vous et Alexandra aujourd'hui. Merci. Tout à fait. Merci à vous, Francky.